Bonjour à toutes et à tous. Alors ici à Paris, en présentiel ou connecté sur Teams à distance. Bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange, de collaboration et de développement de la Banque des Territoires. Je suis Anne-Sophie Incelin et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec Géraud Felgine, directeur de la stratégie et développement nouveaux services à la Poste, et Franck Chéniaud, responsable du service Petite Ville de demain, la Banque des Territoires, pour cet événement que nous avons intitulé « Quelle logistique durable dans les villes petites et moyennes ?» Alors, comment prendre en compte les spécificités de ces villes en matière de logistique? Quelle action mettre en œuvre? Des questions que nous avons voulu adresser ce matin avec le groupe La Poste, que nous remercions pour leur implication dans la préparation et leurs interventions lors de cette rencontre. Nous nous retrouvons régulièrement au Hub des Territoires pour adresser des sujets qui concernent plus spécifiquement les petits et moyens territoires. À noter, donc le 26 mars dernier, un événement qu'on a organisé sur le commerce, comment agir sur le commerce pour redynamiser son centre-ville, et un autre qu'on avait fait précédemment en octobre aussi sur les essentiels du pilotage de la revitalisation d'une petite ville. On a mentionné ces deux-là parce qu'ils nous semblaient les plus proches du thème de ce matin, mais on adresse régulièrement des sujets qui pourraient vous intéresser. Sachez que l'ensemble des événements publics qu'on organise ici sont enregistrés. Vous pouvez avoir accès au replay, donc les QR codes derrière vous, et à distance pour retrouver ces replays. Alors, croiser des points de vue, partager des retours d'expérience et réfléchir ensemble aux solutions pour faire face aux défis auxquels sont confrontés les territoires. C'est ce qu'on fait au Web des Territoires depuis 4 ans maintenant. On réunit des acteurs territoriaux, acteurs privés, acteurs publics autour de l'ensemble des sujets sur lesquels travaille la Banque des Territoires. Alors notre programmation, elle est riche et variée. On a des événements publics comme celui de ce matin. On a aussi des rencontres ou des ateliers qu'on peut organiser en mode intelligence collective. Si vous ne voulez rien manquer de notre programmation, je vous invite à vous inscrire à notre newsletter. Elle est mensuelle. Je voulais vous signaler un prochain événement qui peut vous intéresser, PVD+, pour financer la transition écologique, exemple et perspective, ça sera le 26 juin. Et puis quand même à noter l'anniversaire du Hub pour ses 4 ans, le 10 juin. Nous avons prévu une après-midi complète sur la force du collectif, comment on co-construit aujourd'hui les projets avec l'ensemble des acteurs concernés sur les territoires. Voilà, ça va être une belle après-midi en perspective. Sans plus tarder, je passe la parole à Franck, puis à Géraud pour quelques mots d'introduction complémentaires. Merci beaucoup Anne-Sophie. Bonjour à toutes et tous. Je suis heureux de vous accueillir et d'ouvrir cette séquence que nous vous proposons aujourd'hui. Merci de l'intérêt que vous portez à ces travaux qu'on va vous présenter. Je voulais en introduction vous rappeler que ce qu'on vous propose aujourd'hui s'inscrit en fait dans le cadre d'une convention que nous avons signée donc avec le groupe La Poste et la Banque des Territoires en novembre 2022. Et que donc c'est un des axes qui nous a réunis, où on a pensé qu'on pouvait avoir, je dirais, un intérêt commun à travailler cette question qui était peut-être pas encore, je dirais, complètement perçue ou stabilisée. Enfin, qui est plutôt un sujet émergent, voilà, et on l'a identifié comme étant un axe à travailler ensemble, justement parce que on est sur une émergence et des sujets un peu nouveaux. Donc c'est un travail qu'on a imaginé au départ sur la logistique dite urbaine, mais évidemment quand on parle de villes moyennes et petites, la notion urbaine doit être un peu élargie, hein, puisque c'est pas dans l'optique de réserver cette approche aux grandes villes, ni même de décalquer ce qui peut être fait dans certaines grandes agglomérations ou certaines grandes métropoles dans des territoires moins denses. C'est bien d'aller chercher la spécificité justement de ces villes petites et moyennes sur cette question de la logistique urbaine, mais bon, qu'on pourrait peut-être plus qualifier de logistique du dernier kilomètre ou du premier kilomètre, selon le sens dans lequel on le parcourt. Mais on l'a plutôt d'ailleurs abordé, et c'est le titre du guide qui sera publié prochainement, qu'on vous proposera d'ailleurs en complément du compte-rendu et du replay de cette séquence. Donc guide qui traite de la logistique durable dans les villes petites et moyennes et qui donc englobe tous ces aspects.
Euh, le constat qu'on fait à la base de ce travail de réflexion, c'est que finalement la logistique est un levier d'action qui peut être essentiel dans le cadre des politiques de redynamisation des centralités, hein, des villes petites et moyennes. Et il nous a paru intéressant comme levier d'action parce que finalement on le perçoit à la croisée de nombreux enjeux, de très nombreux enjeux, aussi bien la question du commerce que celle de la mobilité durable, voire de la collecte des déchets parfois, et même dans certains cas des circuits courts alimentaires ou des circuits courts qui permettent de, d'alimenter les restaurations collectives. Et puis, bien sûr, en toile de fond, il y a tout un enjeu de décarbonation de tous ces transports logistiques, de compacité aussi, d'optimisation des circuits, tout ça dans une optique évidemment de plus grande durabilité de tous ces systèmes. Et puis enfin, ce levier, c'est aussi un facteur d'attractivité finalement dans les territoires, parce que c'est à la fois un moyen d'agir pour diminuer un certain nombre de nuisances que peuvent subir les populations du fait des flux logistiques, et aussi une manière d'améliorer l'offre de services que les territoires proposent à ces acteurs économiques. Et donc on voit vraiment voilà, toute une croisée d'enjeux, et même une complexité finalement à croiser tous ces enjeux, mais qui font que c'est un levier d'action qui peut adresser beaucoup de sujets sur les territoires et avoir des effets d'entraînement importants. Donc ce sujet, on l'a compris, reste quand même perçu par les collectivités comme quelque chose de complexe. Et on sait que des solutions existent, qu'elles ont été déployées notamment dans les aires les plus urbaines, mais qu'on doit réfléchir à leur bonne modalité d'adaptation dans des territoires moins denses, comme sont les villes petites et moyennes qu'on cible notamment avec les programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain. Dans le même temps, on a repéré que de nombreuses initiatives existent en faveur de la logistique durable, qui peuvent être parfois classiques, mais sans critique, hein, au sens simple et efficace, ou parfois chercher des solutions très innovantes. Et donc, ce qu'on a voulu, à travers cette démarche, à travers le guide qui sera publié, c'est aussi explorer ces différentes solutions. Euh, le guide qu'on va publier prochainement, donc je pense d'ici la fin du mois, c'est ça, hein? Oui, au pire la fin du mois, euh, a été réalisé par les cabinets Aegis et Interface Transport. Et il faut savoir qu'il s'appuie sur une enquête qui a été menée auprès de 200 collectivités qui ont. C'était déjà une surprise hein, d'avoir autant de réponses sur un sujet qu'on sentait peut-être un peu émergent. Et on a tout de suite vu l'intérêt que ce sujet pouvait dégager. 52 villes ACV, 146 villes PVD, 2 EPCI qui mixent ce type de centralité. Enfin voilà, on a vraiment eu un nombre de réponses tout à fait conséquent et ça a été complété aussi par des entretiens réalisés auprès d'experts dans différents territoires. Et puis un élément éclairant finalement de ces réponses, c'est à peu près 60% des collectivités qui ont répondu, des élus et des techniciens qui ont répondu, disent qu'ils n'ont pas une vision claire et une bonne compréhension du sujet. Donc ça nous a vraiment renforcé dans la conviction qu'il fallait proposer des outils pédagogiques, explicatifs, simples pour les aider à éclairer le sujet et à l'aborder. Donc c'est une première étape, hein, ce guide et la séquence qu'on a aujourd'hui autour de ces questions. Et pour nous, c'est la perspective de réfléchir finalement aux modalités d'accompagnement que la Banque des Territoires pourra, avec la Poste, proposer sur ce sujet. Bon, ça c'est encore des sujets qui sont devant nous, mais pour nous c'est pas un point final aujourd'hui, hein, c'est aussi c'est une étape importante, mais c'est aussi voilà, un point de départ dans la réflexion sur comment on accompagne mieux les collectivités sur ce sujet. Je rappelle simplement les objectifs de la matinée avant de passer la parole à Géraud. Pour vous dire que on va essayer de mettre en lumière les spécificités de la logistique dans les petites villes et moyennes villes, en vous donnant des exemples d'initiatives, en faisant témoigner des acteurs qui sont ceux qui pratiquent le sujet. Donc on aura 3 temps dans le programme de la matinée. Un premier temps, on va plutôt parler de comment les outils réglementaires peuvent être mobilisés pour améliorer, optimiser, organiser la logistique sur un territoire. Ce sera la ville de Bapaume qui est dans le programme Petite Ville de demain qui s'exprimera sur le sujet.
Ensuite, on parlera de comment finalement cette question de logistique est à la convergence de beaucoup de politiques publiques. Et là, on parlera avec le CEREMA d'expériences de ville, Action Cœur de Ville, que sont Sens et Cognac. Et puis, on terminera sur la question de ce fameux dernier kilomètre et comment il est matérialisé concrètement dans l'espace public avec les questions d'aménagement sur des témoignages de la Poste et de l'ADEME. Voilà, je vous remercie encore une fois de l'intérêt que vous portez. Je vais passer la parole tout de suite à Géraud, en vous rappelant quand même qu'à la fin de chaque séquence, il y aura un temps d'échange avec les participants. Donc n'hésitez pas à poser vos questions via tous les canaux qui vous sont proposés, notamment le chat ou dans la salle pour ceux qui sont dans la salle. Remercier encore très chaleureusement l'ensemble des intervenants qui se sont mobilisés pour rendre cette séquence possible et pour partager leur expertise et leur expérience. Et puis, vous souhaiter à tous une matinée riche d'échanges inspirants et de partage d'expériences. Merci beaucoup. Géraud, je vous passe la parole. Merci Franck. Tout d'abord, merci pour la réception, l'invitation. Et effectivement, ça a été un grand plaisir de travailler avec l'ensemble des intervenants sur ce sujet, pour vraiment ce qui est une première étape, donc le lancement de ce guide, qui est pour nous une première étape. Et effectivement, quand on avait commencé à parler ensemble de coopération, de collaboration et d'enjeux, la logistique nous était apparue comme un sujet important parce que sur les territoires, c'est un sujet extrêmement structurant. Franck, vous l'avez mentionné, c'est d'abord souvent vécu comme une contrainte par les citoyens, le flux traversant, les nuisances sonores, la congestion. Donc c'est d'abord vécu comme une nuisance, les nuisances environnementales aussi. Mais on sait tous ici que c'est un élément clé, a fortiori dans les villes moyennes et les villes petites, parce qu'il faut approvisionner les commerces. Le e-commerce dans les villes plus petites est un moyen aussi d'accéder pour les habitants aux produits ou aux services auxquels ils n'auraient pas accès, enfin qui n'ont pas accès naturellement parce que ces services ne sont pas nativement présents sur des territoires de plus petite taille. Donc c'est un sujet qui est vraiment à la confluence de comment je résous des contraintes fortes avec des enjeux d'attractivité, de développement économique fort sur un territoire, et a fortiori avec les enjeux environnementaux qui sont devant nous. Trouver des solutions logistiques plus durables, c'est un élément clé, c'est un enjeu clé, et donc du coup, comme c'est compliqué, on s'est dit il faut qu'on arrive à accompagner les territoires et les élus dans la recherche de solutions, parce qu'on pense qu'ils ont les leviers et les clés pour pouvoir opérer et trouver des solutions avec les acteurs locaux. Donc, la dimension de complexité, elle est finalement double sur la logistique. Il y a la diversité des flux. On voit tous les colis du e-commerce qui sont livrés par Colissimo, par Amazon, par une multiplicité d'acteurs aujourd'hui. Il y a l'approvisionnement des magasins. Donc rappelez quand même que sur les flux d'un territoire, l'approvisionnement des ménages, c'est 50%, mais il y a donc 50% du flux logistique qui est opéré pour d'autres sujets, donc l'approvisionnement de magasins, l'approvisionnement des sites tertiaires, des sites industriels, des échanges de documents entre différents sites. Donc il y a aussi tout ce qui est flux de déchets qui devient de plus en plus de la matière première et des ressources à recycler, à réutiliser. Et ça réintroduit aussi du flux local, parce que l'idéal de l'économie circulaire, c'est de réinjecter ces ressources-là sur le territoire et sur le même territoire. Moi, je l'admets là, parce qu'ils sont tout à fait conscients et promoteurs de ce sujet-là. Donc, on voit bien la complexité des flux, c'est différentes matières, différents sujets, c'est compliqué. Deuxième élément, je l'ai dit, ça percute les grands enjeux du mouvement, la transition écologique énergétique. Donc le transport est un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre, donc c'est un élément important. La réglementation qu'on va évoquer après, qui est à la fois très complexe, de plus en plus complexe, et qui est par endroits fluctuantes. Donc voilà, ZFE qui arrive, qui n'y arrive plus, donc on commence à s'organiser. Donc ça rend l'action dans le temps et à moyen et long terme extrêmement difficile. Donc c'est un niveau de complexité supplémentaire. Et par ailleurs, ce niveau de complexité supplémentaire, il se matérialise encore plus dans les villes petites et moyennes, parce que effectivement, il y a moins de densité de population. Donc forcément, c'est moins intéressant pour les gros acteurs de la logistique qui, eux,
se trouvent naturellement en équilibre économique dans les grands centres urbains, les grandes métropoles, mais c'est beaucoup plus difficile dans les petites villes. Or, dans les petites villes et les villes moyennes, leur rôle sur la continuité territoriale, sur la cohésion territoriale, le lien entre le centre d'une ville moyenne et la ruralité autour, ou le centre d'une ville moyenne qui est la périphérie d'une grande métropole par rapport au lien avec le centre de la métropole, c'est des enjeux clés qui sont portés par les élus et par les acteurs des territoires, et donc sur lesquels il faut qu'on arrive à trouver effectivement des solutions. Et donc c'est dans cette logique-là qu'on a travaillé, qu'on a essayé de construire ce guide qui n'est effectivement qu'une première étape et qu'on se positionne pour pouvoir accompagner plus tard les élus, les acteurs des territoires sur ces sujets-là. Moi, ce qui me semble important, effectivement, de souligner ou de ressouligner les 4 points qui me paraissent importants, c'est effectivement, la logistique est un levier clé pour redynamiser les centres-villes, les cœurs de ville, parce que voilà, c'est le moteur des échanges. Donc, l'échange, c'est du développement économique, c'est de l'attractivité, donc c'est clé. En revanche, derrière, il faut gérer la somme de contraintes, donc la gestion des aires de livraison et de stationnement, les impacts sur la circulation urbaine, ces fameux flux traversants qui sont pour les villes moyennes et les petites villes souvent vraiment des plaies en termes de sécurité, d'inquiétude des citoyens, comment on arrive à trouver des solutions. L'impact foncier, a fortiori dans des logiques de zéro artificialisation nette, pardon, c'est toujours difficile à dire, mais parce qu'effectivement, il faut du foncier pour opérer la logistique sur un territoire. Et enfin, l'enjeu de transition vers des flottes de transport durables qui sont clés. Il faut que les acteurs de la logistique se transforment. Nous, à La Poste, on a cette ambition-là. Donc, on vise des transports sur les 35 plus grandes métropoles urbaines décarbonées à 2040, mais on essaye de trouver des solutions les moins impactantes possibles pour transporter nos marchandises, même si ce n'est pas techniquement facile, parce que toutes les solutions n'existent pas encore. Donc voilà, donc c'est pareil les 4 éléments clés. Et en tant qu'entreprise à mission, La Poste et le groupe La Poste, effectivement, on a la volonté d'être un partenaire des territoires, donc au quotidien, pour accompagner à la fois les élus et les acteurs des territoires, pour justement essayer de gérer ces contradictions, ces difficultés, ces contraintes, et trouver des nouvelles modes d'organisation, de fonctionnement pour des territoires qui sont adaptés aux transitions qui sont devant nous. Et donc c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on a travaillé avec Aegis, avec Interface Transport et avec la Banque des Territoires pour essayer de trouver des premières solutions et de se projeter effectivement à la suite dans les solutions que nous pourrons construire ensemble et vous aider à construire ensemble, localement, territoire par territoire. C'est un des ADN de La Poste, d'être présent sur chaque point du territoire et d'essayer de s'engager auprès des acteurs locaux pour trouver les solutions recherchées. Sans plus attendre, on va passer au concret et donc à la première étape et notamment voir comment effectivement les questions réglementaires peuvent être des outils et des leviers d'action. Et donc du coup, on va laisser la parole à Clément Mény donc d'Aegis et aussi à Interface Transport qui vont vous présenter ces sujets-là. Bonjour à tous, merci de nous accueillir dans ce très beau lieu qu'est le Hub. Je suis Clément Mény, je suis chef de projet au sein de la société Aegis et j'ai le plaisir ce matin d'animer la première séquence sur l'adaptation de la réglementation dans les villes petites et moyennes. Donc la logistique du dernier kilomètre qu'on appelle plutôt de cette manière-là, plutôt que de dire logistique urbaine, est devenu un enjeu incontournable dans les petites villes et moyennes, qui ont leurs spécificités propres. On l'a vu dans les grandes métropoles, on a des outils et des politiques dédiées, mais les marges de manœuvre dans les plus petits territoires restent encore floues et parfois trop peu prises en compte. Pourtant, toutes ces villes, tous ces territoires affrontent des problématiques complexes, le flux de transit, des contraintes physiques liées aux centres anciens et parfois exigus, les attentes des commerçants pour qui la logistique est un véritable outil de travail, les exigences en matière de sécurité pour les riverains, aux abords des écoles notamment, autour des zones piétonnes, la qualité de vie bien sûr, et une problématique essentielle, la préservation de l'attractivité de tous ces centres-villes. Donc l'adaptation de la réglementation, c'est un véritable levier majeur pour accompagner tous ces enjeux. C'est un pouvoir opérationnel qui est aux mains des maires, qui permet d'utiliser un éventail d'outils réglementaires
comme réglementer les jours et les horaires d'accès au centre-ville, réglementer aussi le poids, le gabarit de tous les véhicules, en fait des véhicules liés au transport de marchandises, mettre en place des itinéraires de transit pour les poids lourds, aménager et organiser les aires de livraison et faire respecter et contrôler la réglementation. Attention, pardon, les maires n'ont pas non plus tous les pouvoirs, hein, ils ne peuvent pas interdire tous les véhicules. Ils doivent choisir quels véhicules, quels gabarits peuvent accéder au centre-ville et lesquels ne peuvent pas. En tout cas, toutes ces règles, pour être efficaces, elles doivent s'appuyer sur des éléments concrets et opérationnels, une signalisation claire, des itinéraires alternatifs bien définis et un système de contrôle adapté. Elles doivent être aussi intégrées à une logique de planification en lien avec les intercos, avec les départements, les différents services de l'État. Et puis, dernier point, au-delà de l'aspect un peu restrictif de la réglementation, il y a aussi une démarche qui est beaucoup plus large, hein, et vous l'avez dit, c'est redynamiser les centres des villes petites et moyennes dans la promotion de mobilité durable et de transition écologique. Donc, par exemple, faciliter tous les véhicules moins polluants à faible émission, aménager des aires de livraison davantage adaptées au contexte, et on peut même parler de logistique urbaine. Voilà, donc durant cette table ronde, ou cette première séquence, puisque nous avons Bruno Haenel avec nous, on va avoir l'occasion d'entendre le retour d'expérience d'une commune, donc celle de Bapaume, 4000 habitants, située dans le Nord. Et cette table ronde va être l'occasion d'échanger sur toutes les bonnes pratiques, tous les leviers pour pouvoir accompagner cette démarche réglementaire qui est souvent perçue comme complexe, mais qui est en réalité pleine d'opportunités. Bruno Haenel, bonjour. Est-ce que vous nous entendez ? J'entends. Très bien. Donc vous êtes le DGS de Bapaume, là où la question logistique est apparue progressivement. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quel constat vous vous êtes appuyé pour enclencher une régulation spécifique à Bapaume ? Le constat, c'est plutôt le vécu des problématiques locales, hein. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que Bapaume est une petite ville qui est située sur des axes structurants avec une sortie de l'autoroute sur l'autoroute A1. 4000 habitants sur 6 km² et avec une population qui est doublée, voire triplée, notamment avec 2500 scolaires et 3500 salariés au niveau de la ville. Donc on a, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, la nécessité de travailler sur l'attractivité. Donc il y a un pouvoir d'attractivité parce que la commune qui fait 4000 habitants et chef-lieu de canton et siège d'une communauté de communes qui ne fait que 28 000. Donc on est sur un secteur très rural, à la limite de plusieurs départements. Et vous avez travaillé sur une régulation par les gabarits et les horaires d'accès. Quel choix avez-vous fait et comment les avez-vous traduits réglementairement ? Alors, j'évoquais tout à l'heure la sortie de l'autoroute A1, on a 2000 poids lourds. La ville est traversée également par ce qu'on appelle des axes de grande circulation, des routes de grande circulation, donc des convois exceptionnels. Ça veut dire que tout n'est pas possible, mais on a mis en place des arrêtés, notamment dans ce qu'on appelle l'hypercentre, avec des créneaux horaires pour éviter justement ces conflits d'usage et ne pas engorger le centre-ville au moment des entrées et des sorties, notamment des établissements scolaires. Donc ça s'est traduit en fait par des portiques dans un premier temps, une réglementation par rapport aux horaires, mais aussi des portiques qu'on est en train d'installer et de mettre de façon globale au niveau du centre. Et du coup, justement, comment avez-vous pensé l'équilibre entre la sécurité, la logistique, les commerces et l'attractivité de ce centre-ville ? On l'a pensé en travaillant avec tout le monde, hein. Ce n'est pas une décision qui peut se prendre d'un bureau en disant voilà, il faut réguler, c'est-à-dire qu'il faut travailler, voir un peu les usages. Il y a
également le transport, notamment en autocar, hein, pour la desserte des établissements scolaires. Donc on l'a fait de façon très progressive et en concertation permanente et en n'hésitant pas de temps en temps à tester plutôt qu'à appliquer de façon systématique et définitive. Alors, du coup, c'est très intéressant. Vous dites que c'est des décisions qui ne se prennent pas dans un bureau. Dans le guide, on insiste beaucoup sur la partie concertation comme un facteur de réussite. Comment vous y êtes pris localement et quel retour vous avez eu? Alors, on a la chance d'avoir une association de commerçants, il y en a même 2 maintenant au niveau de la ville, hein. Il y a 70 commerces dans le centre-ville. Donc, c'est dans ces échanges avec la gendarmerie, avec les services de secours, parce que les problématiques de régulation doivent intégrer également les problématiques de sécurité et notamment d'intervention du centre des pompiers. C'est un travail de commissions, de réunions, d'échanges, de tests et de partage d'idées. Ça ne peut pas fonctionner autrement que par justement ce travail de concertation et un travail pragmatique, parce qu'une solution n'est pas systématiquement adaptable à toutes les rues, à tous les secteurs et à toutes les villes, bien entendu. Vous avez évoqué aussi un travail en lien avec le CEREMA et la vidéosurveillance. Comment avez-vous abordé la question du contrôle pour rendre tous les arrêtés pris, tous les arrêtés effectifs? Comment vous avez fait pour rendre ces arrêtés effectifs? Alors, on a le travail avec le CEREMA, on a des premiers échanges avec le CEREMA, il sera prolongé encore avec des études un peu plus lourdes sur le second semestre. On a pris le maillage, notamment sur la partie l'installation des caméras, répondait à plusieurs objectifs, c'est-à-dire la sécurité du domaine public, mais également la sécurité de nos bâtiments communaux. Et on y est allé de façon très pragmatique, en n'hésitant pas à travailler là avec les forces de gendarmerie sur les points de sécurité qui semblaient les plus importants à mettre en place. Et ensuite, donc, les arrêtés qui ont été pris l'ont été, comme je vous le disais tout à l'heure, pris dans le cadre de la concertation pour voir quels étaient les meilleurs créneaux et comment on pouvait adapter également les créneaux de livraison de certains établissements, et notamment la problématique des tabacs est pour nous la plus compliquée parce qu'en général, ils sont plutôt des gros porteurs qui rentrent dans le centre-ville pour desservir les magasins. Et on l'a fait, encore une fois, de façon très pragmatique et très progressive. Dernière question, si une commune comme la vôtre veut agir sur la réglementation sans moyens lourds ni logistique bien structurée, par où lui conseilleriez-vous vous de commencer? Je pense que il faut une connaissance précise du terrain. Il ne faut pas hésiter de temps en temps à imaginer les axes et la possibilité de réglementer justement les flux. Il faut surtout regarder ce qui se passe ailleurs. Je pense que la solution, elle est dans l'expertise que pourraient avoir d'autres communes ou d'autres secteurs touchés par la même problématique. Il faut travailler sur une signalisation qui soit progressive et une communication régulière aussi avec les usagers, tout en sachant que les usagers ne sont pas toujours les habitants de la commune, ce sont des personnes aussi qui viennent de l'extérieur et qu'il faut intégrer donc vraiment par des signalétiques ou sensibiliser par la signalétique en amont. Très bien, merci Monsieur Haenel pour ce retour d'expérience très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Pour le moment, il n'y a pas de questions sur le chat. Moi, j'aurais quand même une question complémentaire à Monsieur Haenel. Est-ce que vous avez quand avez-vous mis en œuvre les premières mesures, les premières réglementations, et est-ce que vous pouvez d'ores et déjà observer des résultats concrets sur le territoire? Alors, résultats concrets, c'est difficile à chiffrer parce que on a encore des problèmes. C'est-à-dire très clairement, quand on prend le nombre de transporteurs, et je n'évoquerai
que les transporteurs étrangers qui sont équipés de GPS, plutôt de GPS de voiture, quand on a des itinéraires de contournement, systématiquement, les itinéraires les renvoient sur le centre-ville. Donc, vous avez vraiment un travail à faire par rapport à ces éléments-là. Il nous reste aujourd'hui à régler des problématiques parce que quand on renforce l'attractivité, inévitablement, on renforce également le trafic, notamment le trafic routier, en travaillant notamment sur le réaménagement de certains logements qui étaient à l'abandon. Quand on travaille sur l'attractivité d'une mairie avec la Maison France Service en plus, vous voyez, on génère un trafic supplémentaire. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le développement de l'attractivité n'a pas généré une contrainte supplémentaire à celle qui existait auparavant. Mais par contre, c'est un métier qu'il faut mettre 100 fois sur l'ouvrage parce que c'est au quotidien qu'il faut y aller, et il faut réadapter à chaque fois et systématiquement être évolutif dans les décisions qu'on peut prendre. Merci beaucoup. Alors peut-être, est-ce que j'ai le droit de poser une deuxième question dans le chat? Bien Une sûr. demande de précision sur le rôle des caméras et sur, enfin voilà, quels sont, enfin si vous pouvez préciser un petit peu, voilà, un petit peu à quoi ça sert. Alors sur les illustrations que vous avez, effectivement, il y a un élément, celui qui est en haut à droite, c'est le portique qui permet de réglementer le volume et la hauteur des véhicules. Poids lourd, là, donc on est à 150 mètres du centre-ville, mais on n'est pas sur l'axe commerçant, mais on empêche effectivement les poids lourds de descendre sur le centre et de retrouver et de bloquer le centre-ville. On a fait le refus, par contre, d'installer des zones bleues au niveau de la ville, et on a plutôt privilégié ce qu'on appelle des arrêts minutes que vous avez sur le visuel de gauche, donc qui est effectivement un temps limité pour faire des courses, pour faire ses emplettes, donc qui est intéressant pour les commerces, mais qui permet de ne pas bloquer complètement. On en a beaucoup, hein, on en a installé plus de 20 dans le centre-ville, donc vous voyez, c'est pour travailler sur la fluidité. Sur le visuel en bas à gauche, ça, c'est un apport qui va nous aider, nous, c'est-à-dire que c'est une vraie problématique. Je parlais de la sortie de l'autoroute, du nombre de poids lourds, mais on a aussi des poids lourds qui stationnent, notamment le soir ou les week-ends. Donc là, on a un projet privé qui est un truck center qui va, dans quelques semaines maintenant, pouvoir abriter l'équivalent de 270 poids lourds en sortie d'autoroute. Et toute la partie réglementation que vous évoquiez, effectivement, c'est le travail de concertation avec la gendarmerie et la signalétique obligatoire par rapport à nos caméras. Donc c'est le dernier visuel là, sur l'allée de Meurs que vous voyez en bas et au centre de votre image. Et là, la vidéo-verbalisation permet effectivement d'intervenir directement, parce qu'on a une police municipale au niveau de la ville de Bapaume sur les infractions, et surtout aussi de contrôler et de faire de la médiation et de se rendre compte de ce qui va et de ce qui ne va pas. Très bien, merci Monsieur Henel. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat ou dans la salle? La dernière réaction qui revient à plusieurs reprises dans le chat, c'est vraiment d'avoir des éléments de résultat sur quels sont les impacts, est-ce que vous observez déjà des effets de décongestion? Alors je comprends qu'il y a plusieurs phénomènes qui se cumulent et que parallèlement la ville gagne en attractivité, mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup d'attentes dans le chat sur cette question. Il n'y a plus de blocage des ronds-points et des giratoires franchissables que l'on a mis en place également sur les sorties scolaires, ce qui n'était pas le cas avant qu'on mette en place ces réglementations. Donc déjà ça, quand vous évitez la congestion pendant 10 minutes, un quart d'heure, ça vous paralyse complètement une ville. Donc ça, sur le plan technique et sur le plan du constat, c'est un succès par rapport à ces éléments-là. Après, notre problématique, encore une fois, de stationnement n'est pas complètement réglée. C'est pour ça que ce travail se remet en place. Et on est dans une problématique qu'on doit retrouver partout dans le monde rural, c'est que finalement, le rural marche encore moins que l'urbain.
parce que les aménagements ne sont pas faits non plus pour les cyclistes et pour les mobilités douces. Donc il y a vraiment ce travail qui se met en place de façon progressive en concertation avec l'intercommunalité et bien entendu tout le territoire. Merci beaucoup. Merci Monsieur Haenel, merci à toutes et tous pour vos questions. Nous passons à la séquence numéro 2. Je vais demander à Monsieur Amine Iritchi de me rejoindre pour cette deuxième séquence où nous aurons des interventions croisées d'Hélène de Solaire, Frédéric Bardot qui sont en visio avec nous et donc Monsieur Iritchi présent. Merci de votre venue. Quelques introductions déjà, propos liminaires sur cet axe, ce deuxième axe qui figure dans le guide qui consiste à faire converger vos politiques publiques. Politique publique et transport de marchandises ou logistique des derniers kilomètres, c'est des termes qui peuvent paraître un peu antinomiques, tant il est vrai qu'on se dit que la logistique des derniers kilomètres est plutôt l'affaire du secteur privé qui s'organise pour gérer ses flux, et que du coup les collectivités territoriales, bien souvent, se disent qu'elles n'ont pas forcément matière à agir sur ce segment-là, ou en tout cas que leur politique publique n'a pas fondamentalement d'intérêt à adresser ce sujet. Et pour autant, les transports de marchandises sont à la croisée de différentes politiques publiques. Alors, je ne reviens pas sur le levier réglementaire dont on vient de parler, mais c'est bien évidemment un levier qu'utilisent toutes les collectivités. Mais c'est aussi une question d'aménagement du territoire, d'accueil de la logistique sur les territoires. Les collectivités n'ont pas forcément vocation demain à devenir des transporteurs de marchandises comme elles le sont pour les transports de personnes. Quoique je rappelle quand même que le Code des transports, une des dispositions du Code des transports, permet à des collectivités territoriales en tant qu'autorité organisatrice des transports de créer des services, et c'est libellé ainsi, des services de transport de marchandises ou de logistique urbaine sur leur territoire en cas d'inadaptation de l'offre privée. Et je pense que ce sujet-là, notamment dans les villes petites ou moyennes, d'inadaptation ou d'absence parfois de services privés se pose, et que les collectivités ont même peut-être demain une vocation à elles-mêmes, par leur mode de gestion, transporter des marchandises. On a ciblé ce sujet de la convergence des politiques publiques autour de 4 actions principales qui sont affichées ici, dont je vais vous parler rapidement. Il y en a d'autres, il y en a certainement d'autres. On s'est dit que pour les villes petites et moyennes, il était intéressant de cibler ces axes. Le premier, il concerne la prise en compte des marchandises, de la logistique des derniers kilomètres dans les projets urbains. On parle ici, vous le verrez dans le guide, on parle ici bien évidemment beaucoup d'urbanisme, donc à la fois d'urbanisme réglementaire, parce que je vous rappelle aussi que typiquement les plans de déplacement, les plans de mobilité doivent inclure obligatoirement un volet transport de marchandises, donc traiter de la question de la mobilité des marchandises. Donc c'est vrai pour les PDM. Les SCOT également sont invités par la loi à traiter de la question des implantations logistiques sur les territoires dans les périmètres des SCOT. Donc il y a en termes d'urbanisme réglementaire aujourd'hui des outils au service des collectivités pour traiter du point de vue des politiques publiques la question de la logistique et du transport de marchandises. C'est aussi à travers l'urbanisme opérationnel que les collectivités peuvent agir en matière de prise en compte des marchandises dans les projets urbains, par le dialogue avec les aménageurs, par le dialogue avec les promoteurs, notamment pour qu'ils s'intègrent sur leurs projets les besoins en matière de logistique. Le deuxième volet, il traite de l'accueil de l'immobilier logistique sur le territoire. Alors l'accueil de l'immobilier logistique il se pose par exemple dans le cadre de l'accueil d'espaces de logistique urbaine. Alors c'est peut-être quelque chose ça qui se destine plutôt aux villes moyennes que petites, et on va dire même peut-être les grosses villes moyennes du programme, parce que quand on parle d'espace logistique urbain, on met derrière cette question de la desserte fine, notamment des centralités, y compris en cyclo-logistique, et donc bien évidemment il faut un volume et des volumes de marchandises assez conséquents pour aller vers ces stratégies d'espace logistique urbain.
Mais de manière plus conventionnelle, penser l'accueil de l'immobilier logistique, c'est aussi penser l'accueil de structures logistiques sur son territoire, en tout cas ne pas systématiquement freiner l'implantation de ces activités logistiques sur un territoire, parce qu'elles le desservent pour tout ou partie et elles sont essentielles à la desserte de ces territoires. On l'a évoqué, beaucoup d'implantations logistiques se font très loin des villes petites ou moyennes et donc nécessitent des trajets d'approche très longs. Donc si les projets d'immobilier logistique ont une pertinence sur le territoire, on rappelle qu'il est important de les étudier et de faire qu'ils puissent s'implanter. Le troisième axe est autour du verdissement des flottes de véhicules de transport de marchandises. Donc accompagner et faire converger des politiques publiques vers ce verdissement, c'est notamment prévoir les besoins du territoire en énergie alternative, donc essayer de quantifier ce dont le territoire a besoin et d'accompagner, par exemple, l'implantation de stations d'énergie alternative au diesel sur les territoires. Je rappelle juste qu'il y a 6,5 millions de véhicules utilitaires légers en circulation à l'échelle de la France aujourd'hui, donc 93% qui sont encore au diesel. Donc l'effort de transition est encore important pour respecter les orientations et les engagements que nous avons pris. Il y a à peu près 650 000 poids lourds en circulation sur notre territoire et eux à 97% au diesel. C'est une convergence de politique publique aussi, puisque 6% du parc de véhicules utilitaires légers sont détenus par des administrations publiques, donc des collectivités, et 7% du parc de poids lourds sont également détenus par des collectivités, des administrations publiques. Donc vous voyez là très bien que l'enjeu est réparti entre secteur privé et secteur public. Enfin, dernier point, c'est l'animation du dialogue avec les acteurs logistiques locaux. C'est un secteur privé, éminemment privé, qui concerne un très grand nombre d'acteurs. Et forcément, la collectivité se doit, pour avancer des projets, d'animer un réseau d'acteurs logistiques, de les mettre autour de la table et de discuter avec eux. Ça fait une bonne transition avec notre première intervenante, Hélène de Soler, qui est directrice du programme Interlude Plus au niveau national et qui va nous expliquer en quoi cette démarche accompagne les territoires sur leur politique publique en matière de logistique urbaine. Hélène de Soler, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce programme Interlude en cours sur l'ensemble du territoire national ? Oui, merci Edouard, bonjour à tous. Effectivement, donc, juste pour préciser un petit peu le programme Interlude Plus, c'est un programme partenarial qui est coporté par le CEREMA et auquel est associé également en tant que coporteur logistique le Carbone, qui est un acteur qui travaille en lien avec les acteurs économiques. Donc, c'est un programme qui est financé par les dispositifs des C2E. Et donc l'émanation et la volonté du CEREMA de porter, d'être coporteur de ce programme vient de la construction d'une méthodologie qui permet d'accompagner les collectivités, les villes, les comités d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles sur la mise en place d'un engagement volontaire en faveur de la logistique urbaine durable. Donc ce cadre méthodologique, c'est celui sur lequel on s'appuie dans le déploiement du programme Interlude Plus. Et donc on propose aux territoires qui s'inscrivent dans le programme un accompagnement pour décliner cette méthodologie dans les territoires. Donc en fait, la méthodologie va reprendre plusieurs choses qui ont déjà été évoquées ce matin, à savoir trouver une gouvernance au sein de la collectivité pour porter cette thématique de la logistique urbaine. Vous l'avez dit, il n'y a pas de compétences propres logistique urbaine au sein des territoires. Donc souvent, c'est un sujet qui est assez disséminé dans les différents services. Donc là, il s'agit de construire finalement un référent, de mettre en place un référent technique sur le sujet au sein du territoire et aussi d'avoir un portage politique de cette question. Donc une structuration interne dédiée à la logistique urbaine dans le territoire, avoir aussi la mise en place d'une instance de concertation et de co-construction avec les représentants des acteurs économiques. Donc tout à l'heure, on l'a vu sur la commune de Bapaume, un appui vis-à-vis des associations de commerçants qui sont du coup l'interlocuteur référent de la collectivité sur les sujets de réglementation.
Et à partir donc de cette gouvernance, faire le diagnostic du territoire en termes de logistique urbaine, donc sur les différents volets et différents enjeux en lien avec le transport de marchandises sur les villes. Donc, les problématiques de circulation, l'analyse des réglementations, les outils de planification, de recueillir les difficultés rencontrées par les professionnels. Regarder également aussi le maillage en stations d'avitaillement en énergie propre, etc., etc. Et ensuite, la méthode qu'on déploie dans les territoires et qu'on propose, enfin sur lequel on accompagne les territoires, vise à concerter et à co-construire à partir d'un diagnostic partagé, de répondre aux grands enjeux du territoire avec des ateliers de travail auxquels sont associés les représentants des collectivités, les collectivités, mais aussi les représentants des acteurs privés. Donc la méthodologie est accessible à tous les territoires puisqu'elle est en ligne sur le site interlude.green. Ce qu'on apporte, nous, côté CEREMA et Logistique Low Carbone, dans l'accompagnement des territoires qui sont engagés dans le programme, c'est un peu un appui méthodologique dans tout le suivi de la démarche plutôt côté CEREMA, et une aide aussi à la mobilisation, à la structuration des représentants des acteurs économiques des territoires qui est portée par Logistique Low Carbone. Alors il y a beaucoup de territoires accompagnés aujourd'hui. D'ailleurs, une carte figure ici, l'ensemble des territoires accompagnés. Est-ce qu'il est encore possible d'adhérer aujourd'hui à ce programme ou de s'engager dans ce programme pour les collectivités qui nous écoutent? Alors, aujourd'hui, on est un peu en phase, on va dire que le programme aujourd'hui est démarré depuis 2 ans. Il s'achève au 31 décembre 2026. On a atteint notre objectif de nombre de collectivités qu'on s'était engagé à accompagner. Pour autant, le message qu'on peut faire passer aujourd'hui, même si on ne fait pas spécialement du proxélytisme, il reste des places. On peut encore accompagner des territoires qui seraient intéressés pour bénéficier de l'accompagnement du programme. Mais un petit alerte quand même en termes de calendrier. En fait, comme le programme s'arrête au 31 décembre 2026, qu'on a la période des élections municipales, en tout cas, si vous êtes intéressé, si vous souhaitez bénéficier du programme, il y a un peu une urgence à nous le faire remonter pour qu'on puisse s'engager à vos côtés dans ces démarches. Ce que j'ai pas dit également, c'est qu'on apporte des financements, des certificats d'économie d'énergie auprès des territoires qui s'engagent dans le programme, qui permettent de cofinancer des postes en interne aux collectivités ou de financer ou de cofinancer un accompagnement par un bureau d'études pour réaliser les différentes études donc de diagnostic et aussi les étapes de concertation avec les acteurs économiques dans les territoires. Donc voilà, et donc il reste de la place, mais assez peu, et pour qu'on puisse être assez moteur, et engager des choses sur la durée du programme, un engagement rapide serait le bienvenu. Et du coup, vous avez évoqué la date de fin 2026. Qu'est-ce qui perdurera après ce programme? Est-ce que les collectivités auront toujours une matière ou un suivi possible à l'issue de celui-ci? Alors, oui. En tout cas, on fait tout. On a dans nos. Enfin, c'est vrai que j'ai parlé uniquement pour le moment de le volet accompagnement territorial. Je le disais également, on a toute la méthodologie qui est disponible sur le site du programme interlude.green. On élabore aussi différentes solutions numériques qui vont être expérimentées puis déployées plus largement pendant la durée du programme. On est aussi en proposition de formation pour les différents techniciens des collectivités qui souhaitent comprendre, travailler et mettre en place des actions dans leur territoire. Donc ces formations, elles sont disponibles pour toutes les collectivités, tous les techniciens de toutes les collectivités, en passant par une inscription par le CNFPT, donc formation qui est prise en compte financièrement dans les contrats des collectivités avec cet organisme de formation. Et toutes les collectivités sont éligibles pour suivre ces formations dès maintenant.
Pour la suite du programme, on est en train de réfléchir à la structuration d'un centre de ressources qui soit autonome et qui puisse faire perdurer l'ensemble des actions que l'on porte dans le programme Interlude Plus. Donc, de proposer après la fin du programme financé par les C2E, la poursuite des formations destinées aux techniciens des collectivités, mais on a aussi des formations qui s'adressent aux professionnels, de poursuivre le déploiement des solutions numériques. Donc, on a plusieurs solutions qui peuvent aussi s'adresser à des collectivités de taille raisonnable, puisqu'on a un volet numérique qui vise à référencer et cartographier les aires de livraison, ainsi que référencer et cartographier les réglementations de circulation, et qui propose ensuite aux professionnels l'accès à ces informations pour préparer leur tournée et donc respecter plus facilement les réglementations et rendre accessible la réalité des réglementations aux professionnels. Donc tous ces éléments, et on a aussi d'autres choses sur le site. On a aussi une veille active et l'enrichissement de retours d'expériences, d'actions réalisées sur les territoires en concertation avec les acteurs économiques. Donc tout j'allais dire cette connaissance et ces différentes solutions ont vocation à être pérennisées et à être améliorées après ce programme. Merci Hélène pour votre intervention. Donc on invite la commune de Bapaume du coup à contribuer avec ces réglementations et à nourrir cet outil numérique dont vous parliez, si c'est pas déjà fait en tout cas. Monsieur Eridji, vous êtes élu au Grand Sénonais et vous avez donc adhéré à ce programme Interlude Plus. En tout cas, vous vous êtes fait accompagner dans le cadre de cette démarche. Qu'est-ce que ça vous a apporté à Sens de faire ce programme Interlude Plus ? D'abord, merci pour l'invitation. C'est toujours intéressant d'échanger avec les professionnels que vous êtes et puis les autres communes. Avant de répondre à votre question en préambule, je souhaite dire, même si M. Felgin tout à l'heure a bien détaillé les problématiques d'une collectivité, et même si on n'a pas la compétence logistique, il faut savoir quand même que la logistique s'articule autour de toutes nos stratégies territoriales. Je pense au plan climat, air, énergie territorial qui fait un bilan de nos émissions de gaz à effet de serre. Je pense au contrat local de santé qui parle de santé environnementale et de qualité de l'air. Je pense au projet alimentaire territorial qui se veut produire localement et donc favoriser l'économie du circuit court. Je pense au schéma des mobilités actives. Donc vous voyez un certain nombre de plans, le PLUIH, les actions cœur de ville. Donc toutes ces stratégies-là, forcément à un moment donné, il y a toujours la case logistique qui vient et qui dit voilà, faut peut-être s'occuper de ça, faut peut-être s'occuper de ça. Alors, effectivement, nous, à Sens, juste pour vous situer Sens, je ne sais pas si tout le monde connaît la ville, c'est les ports de la Bourgogne. Donc, quand vous quittez Paris, que vous allez à Lyon, vous passez par Fontainebleau, et la première ville de Lyon, c'est Sens. C'est une ville de 26 000 habitants et qui fait partie d'une agglomération, la communauté d'agglomération du Grand Sénonais, où il y a 65 000 habitants. Pour autant, la ville de Sens représente à elle-même quasiment pas loin de 40% des habitants de l'agglomération, donc forcément une concentration des besoins. Lorsqu'on a démarré il y a 3 ans le plan climat-air-énergie, on a toujours du mal à le dire aussi, c'est comme la ZAN, la première prise de conscience a été de voir l'impact du transport dans nos gaz à émissions à effet de serre. C'était pas loin de 45%, donc ça, vous vous dites quand même, ah ouais, on parle d'énergie, on parle de sobriété, mais quand vous dites, c'est finalement la logistique, en tout cas le transport d'un point A à un point B, ou même s'il fait que de passer ou s'il s'arrête, c'est plus de la moitié. Donc, si on suit Pareto, on va plutôt s'attaquer à ce qui émet le plus. Et puis, comme les planètes s'alignent bien, c'est là où on est rentré en contact avec Interlude et on a forcément sauté sur l'occasion et on s'est fait accompagner. Ça a été très, très, très enrichissant parce que dès que vous avez une problématique, un diagnostic est toujours le bienvenu, parce que sinon ça évite, ça permet de ne pas partir dans tous les sens. Donc le premier diagnostic fait par Interlude et notamment toutes les réunions que l'on a eues avec les professionnels nous a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Maintenant, on sait mettre un chiffre.
c'est de notre agglomération 35 000 km par jour. 35 000. Donc vous imaginez, sur l'année, je pense qu'on fait plusieurs fois le tour de la Terre, même si je n'ai pas fait le calcul. C'est plus de 7 500 mouvements. Et plus de la moitié de ces mouvements ont lieu dans la ville de Sens. Donc la ville de Sens, c'est un peu un ballon de rugby, une vieille ville, et puis vous avez un axe traversant nord-sud. Donc vous imaginez le nombre de véhicules qui peuvent passer là. Tout se concentre dans ce centre-ville qu'on appelle l'Amande, parce qu'elle a une forme d'amande. Et donc déjà, de prendre conscience de cela, on se dit, ah oui, quand même. Et là, nous, on s'était dit, avec nos aires de livraison, monsieur en a parlé tout à l'heure, on les a placés un peu dans la logique de ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire qu'on met une aire de livraison ici, et puis on met telle heure à telle heure pour ne pas embêter les citoyens. Voilà, on était plutôt dans cette problématique-là. Donc ça nous a fait prendre conscience de cela. On a des chiffres en face. Vous parliez tout à l'heure de l'impact de la livraison du e-commerce. C'est sûr que ce n'est pas quelque chose que l'on doit empêcher. Au contraire, on doit, en tout cas, nous, collectivités, favoriser, discuter, accompagner. Et grâce à Interlude, on a pu réunir ces acteurs du territoire. Et pour vous raconter une anecdote, la première réunion, quand on les a réunis, je crois qu'ils n'y croyaient pas trop. Ils se sont dit, tiens, encore un truc inventé par les élus. La première, ils étaient un peu réticents. Non, mais pourquoi on nous convie, pourquoi on vient là? Et puis il y en a un qui m'avait dit, de toute façon, vous pouvez pondre ce que vous voulez, nous on fera tout pour éviter, on fera tout pour... parce qu'on doit livrer le colis. On n'a pas le choix. Quand j'ai des contrats où je dois livrer avant 9h, si je passe à 8h40 et qu'il n'est pas là, je repasse à 8h50. Donc ça nous a fait un peu réfléchir, et puis la deuxième réunion était un peu mieux, la troisième beaucoup mieux, et jusqu'à signer la charte dont évoquait tout à l'heure Hélène de Solaire. Donc on a signé notre charte avec ces partenaires-là. C'était le plus important en fait, c'est de se mettre autour de la table et chacun qu'on puisse dire, écoutez, nous on comprend votre problématique, comprenez la nôtre et travaillons ensemble pour trouver des solutions. Alors je vais peut-être frustrer les gens qui vont me poser des questions sur des solutions concrètes, parce qu'on en est aux prémices, parce qu'on vient de terminer ce diagnostic-là, on l'a sous les yeux, il y a nos projets qui sont là, donc maintenant on intègre, je dirais, on va intégrer en tout cas ces résultats dans toutes les stratégies que l'on va avoir, ça c'est une certitude. Et comment allez-vous faire perdurer cette animation que vous avez eue dans le cadre de la démarche avec le réseau d'acteurs locaux? Est-ce que cette animation se poursuit? Et si oui, sous quelle forme? À quel rythme? Alors, comme dans tout projet, le plus dur, c'est le départ. C'est pour lancer la machine. Donc maintenant qu'elle est bien lancée, je peux vous dire que le dialogue se passe bien. Puisque globalement, les premières actions que l'on mènera, si elles sont bien le fruit de nos réflexions tous ensemble, voyez, monsieur de la Poste, il y avait les gens de la Poste qui étaient là, si les premiers résultats sont positifs pour tout le monde, je pense qu'on viendra tous autour de la table. Donc en plus, le projet avec Interlude continue, parce que maintenant il y a Interlude Plus. Donc on continuera à avoir un suivi de la part du programme. Mais pour autant, encore une fois, je vous dis, c'est plus simple maintenant pour lancer la machine. Espérons donc Interlude plus, peut-être au-delà de 2026. Si vous êtes devin. Vous avez parlé de plan climat, air, énergie. On l'a vu dans les chiffres, la transition énergétique se fait, mais à un rythme relativement lent par rapport aux objectifs. Sur votre territoire, est-ce que vous avez déjà des premiers signaux de cette transition énergétique dans le domaine des transports de marchandises ? Dans le domaine à proprement dit des transports de marchandises, non. Plus sur la sobriété générale, sur l'énergie, sur l'eau, puisque c'est un peu la partie la plus facile pour nous, collectivités, de mener des actions à travers de la pédagogie, à travers notre programme. Je vous parlais tout à l'heure du PLUIH, qui est le plan local d'urbanisme, où on favorise, on aide à isoler les maisons, etc. Donc c'est un peu plus simple pour nous d'agir sur ces leviers-là. Donc, quand on fait le bilan du plan climat-air-énergie, aujourd'hui, on est légèrement en baisse, ce qui est bien. Donc, on voit bien que la courbe baisse. Pour autant, l'objectif, il est vraiment bien en dessous. Et puis, tous les nouveaux projets structurants qui existent bénéficient des nouvelles technologies également, que ce soit en matière d'isolation, en matière d'énergie. Donc ça va dans le bon sens. Après, pour la logistique proprement dit, on vient tout juste d'ouvrir une station multimodale avec du gaz liquéfié, de l'hydrogène bientôt à venir.
Donc ça va dans le bon sens. Après, c'est sûr que l'échelle de temps pour une collectivité, c'est un peu plus long. Mais j'espère voir les premiers résultats, effectivement, de tout le travail qu'on a mené avec Interlude et Logistique Low Carbone. Merci à vous et bonne Merci. continuation du coup dans cette démarche et la mise en œuvre des actions. On va changer de territoire, on va partir à Cognac avec Frédéric Bardou qui est directeur du programme Action Cœur de Ville au sein de la ville de Cognac. Donc Frédéric, vous êtes en ligne avec nous à distance. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter votre territoire et le projet en particulier que vous avez suivi, que vous suivez, qui est un projet de décarbonation des livraisons du dernier kilomètre sur votre territoire? Je crois que votre micro est coupé, Frédéric. Pardon, c'est fait. J'ai remis le micro. Désolé, je disais bonjour à tous et bonjour à Edouard. Désolé de ne pas être avec vous ce matin physiquement, mais je suis présent en visio. Donc oui, très rapidement, Cognac, alors on met ville moyenne, c'est petite ville moyenne peut-être de 19 000 habitants, ville d'arrêt d'histoire et qui est située donc en Nouvelle-Aquitaine, au cœur du vignoble de Cognac, qui a donné son nom à l'eau de vie que l'on connaît. La communauté d'agglomération, c'est 70 000 habitants, 54 communes, plutôt en frontière de la Charente-Maritime d'ailleurs. Et elle représente le deuxième pôle économique de Charente, derrière la ville d'Angoulême, chef-lieu du département, avec deux axes de développement économique forts, on y reviendra, mais évidemment la filière des spiritueux, avec tout l'écosystème économique qui se greffe sur la simple production du cognac et des eaux de vie. Et puis, autre particularité, une base aérienne militaire qui s'est beaucoup développée au cours des dernières années, puisque c'est l'unique base française, et ça restera l'unique base française pour les drones de combat de l'armée de l'air. On est engagé depuis 2018 dans le programme Action Cœur de Ville, et effectivement, avec Action Cœur de Ville 2 en 2023, on a imaginé des actions complémentaires sur les thématiques des transitions, et dont celle de la décarbonation, en tout cas lancer une étude sur le sujet qui a été menée par Interface Transport avec l'appui de la Banque des Territoires, qui nous a vraiment aidé sur ce dossier-là. Donc si on poursuit, donc juste quelques éléments qui sont ressortis de cette étude qui a été menée sur donc la petite ville de Cognac. Vous avez sur la partie gauche la géographie de la communauté d'agglomération et les points rouges que vous avez sur la partie la plus à l'ouest correspondent vraiment à la zone où les mouvements hebdomadaires de marchandises B2B sont les plus importants, et ça correspond effectivement à la ville de Cognac et à sa périphérie, aux communes périphériques. La deuxième carte, un petit peu plus au centre, là on fait un zoom sur la ville de Cognac avec justement les emplacements majeurs sur les mouvements de marchandises tels qu'ils ont été analysés par Interface Transport. Donc ça permet vraiment d'aller sur des carrés de petite taille pour cibler au mieux les zones qui subissent le plus fort impact de mouvements de marchandises. Et puis voilà sur la droite les chiffres tels qu'ils sont ressortis de l'étude. Donc à peu près 48 000 mouvements hebdomadaires liés à des établissements économiques, donc du B2B, soit 85% de l'ensemble, et puis 15% seulement sur les livraisons réalisées par les ménages qui vivent sur le territoire à l'échelle de Grand Cognac. Donc 8 500 mouvements, donc un peu plus de 50 000 mouvements. Ce qui, pour nous, la question, c'était de savoir s'il y avait intérêt ou pas, ou nécessité ou pas à mettre en place un entrepôt de livraison urbaine pour décarboner le dernier kilomètre de livraison. Et là, effectivement, ce que l'on constate, c'est que les flux restent globalement faibles et ils sont à la dimension d'une ville de moins de 20 000 habitants comme Cognac. Et on est, à mon avis, à la limite basse ou à la limite inférieure de ce qui peut être intéressant pour mettre en place ce type de structure, cette ELU. Autre élément qui permet également de mieux identifier la problématique propre à Cognac. Alors vous avez une carte assez large de la Nouvelle-Aquitaine
sur la gauche avec les entrepôts de messagerie tels qu'ils existent aujourd'hui. Et Cognac, on ne le voit pas très bien, mais c'est la petite ville au centre où vous avez le logo de la Poste, puisque le seul entrepôt de messagerie que l'on a sur le territoire, c'est effectivement la Poste. Toutes les livraisons de messagerie qui sont faites à Cognac viennent soit de la partie de l'Est, c'est-à-dire Angoulême, soit de l'Ouest, Saintes, la ville de Saintes étant en Charente-Maritime, mais sur un axe important, puisque c'est l'axe de la 10. Et donc, beaucoup d'entrepôts ont été créés et installés sur la ville de Saintes. Par ailleurs, on a évidemment, puisqu'on est à un peu plus d'une heure de Bordeaux, des livraisons qui sont faites par Bordeaux ou par Niort, tout à fait au nord. Donc on voit qu'effectivement, bien qu'on soit sur un axe est-ouest avec une route nationale, le choix des transporteurs a été de s'installer dans une ville avec plus forte densité d'habitants et surtout des voies de communication rapides beaucoup plus importantes. Et nous, on n'a pas d'entrepôt de grande taille sur Cognac. Alors, quand bien même l'étude d'espace logistique urbain n'a pas conclu à une opportunité totale, a priori, vous gardez votre objectif de décarbonation des livraisons et quel est l'axe que vous privilégiez aujourd'hui pour poursuivre cet objectif ? Alors là, l'axe qui est retenu, c'est effectivement, on écarte la piste d'un ELU. Le travail qui reste à faire maintenant, et j'ai vu à Cabapome, il avait été engagé depuis bien plus longtemps, pour nous il reste à faire, mais c'est vraiment de travailler sur une réglementation locale beaucoup plus contraignante. Aujourd'hui, elle est extrêmement souple. Uniquement quelques contraintes liées au centre historique où on est sur des rues semi-piétonnes, mais pour le reste, en termes d'horaire ou de motorisation, il y a très peu de contraintes. Et donc là, il y a un travail à engager, une concertation à engager avec les transporteurs qui travaillent pour beaucoup d'entre eux sur des thématiques de décarbonation et renforcer progressivement la réglementation. C'est vraiment la voie qui a été choisie par les élus pour avancer sur cette thématique et non pas sur celle d'un entrepôt de proximité. Est-ce que sur votre territoire, vous avez déjà des transporteurs qui ont sauté le pas et qui ont changé d'énergie ? Alors, on le voit sur la carte, beaucoup des transporteurs qui desservent Cognac sont relativement loin. Mais pour autant, est-ce que vous avez des signaux ? Même question qu'à M. Erigji. Un transporteur, effectivement, a lui, depuis 2 ans, mis en place une livraison sur Cognac à partir d'un camion électrique. Alors, on n'a pas bien su exactement quelle avait été leur démarche, mais je pense qu'ils ont profité et bénéficié de financements significatifs pour engager ça. On a une distance depuis la ville de Saintes qui est d'à peu près 35 km. Donc, les livraisons sur des allers-retours à Cognac et dans son environnement se font assez aisément avec des camions électriques. Mais pour le moment, c'est le seul qui existe aujourd'hui et c'est le seul transporteur qui a engagé cette démarche. Merci. Peut-être une dernière question. Alors, on va peut-être sortir de la logistique des derniers kilomètres, mais vous avez évoqué les maisons de spiritueux, la production. Où en sont les grandes maisons de Cognac sur la transition énergétique de leur logistique et de leur transport de marchandises ? Est-ce que vous repérez des signaux en la matière ? Absolument, elles travaillent toutes sur ces sujets-là. On en a rencontré certaines justement dans le cadre de cette démarche d'études. Elles travaillent toutes sur ces thématiques, sur des sujets internes. Elles travaillent peu en mode collaboratif pour des raisons de concurrence historique entre elles. Elles travaillent plutôt de manière isolée sur ces questions-là. Et le gros sujet qui leur reste à aborder aujourd'hui, c'est vraiment le transport des eaux de vie depuis les milliers de points de production d'eau de vie qui sont chez les viticulteurs, pour les ramener ensuite sur leur centre de stockage et de vieillissement. Et là, il y a encore un travail considérable à mener. Et nous, on souhaiterait qu'il puisse y avoir une meilleure collaboration entre ces maisons qui ont des moyens, même si le marché du cognac aujourd'hui est en crise, on en parle beaucoup, ça reste des maisons qui ont des moyens significatifs et qui ont engagé des démarches, mais sur le long terme, sur ce sujet. Merci Frédéric. Y a-t-il des questions dans le chat ?
Alors, il y a une petite réaction dans le chat qui est plutôt sur votre introduction, qui indique que effectivement la logistique est souvent mise des documents de planification, des plans de mobilité, effectivement, et que finalement, à part dans le document d'aménagement artisanal et commercial, où le sujet émerge, finalement, on constate que le sujet est très orienté commerce, distribution des commerces, mais qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels l'impasse est fait, et qu'aujourd'hui, la sensibilisation à la prise en compte de la logistique dans les documents de planification est encore à faire. Alors, je ne sais pas si vous voulez rebondir sur cette remarque. Sinon, moi, j'ai une question plutôt à destination donc, du Grand Cognac. Finalement, vous avez bénéficié, vous avez réalisé une étude pour tester des hypothèses, réaliser un état des lieux de la situation du transport de marchandises sur l'agglomération. Et finalement, au-delà de ça, est-ce que l'étude a permis d'engager une dynamique collective? Est-ce que vous avez pu mobiliser a permis de mobiliser les acteurs du territoire? Et est-ce que cette mobilisation, elle s'est maintenue à l'issue de l'étude? Effectivement, il n'y a pas encore de lieu de concertation. Il n'a pas été mis en place dans le cadre de l'étude. C'était vraiment très préalable et ça reste à construire. Cette concertation reste à construire avec un lieu de rencontre qui serait organisé régulièrement entre les transporteurs et les élus de la ville, probablement en associant également l'agglomération, évidemment. Mais aujourd'hui, c'est un sujet que le maire veut absolument reprendre, mais ça sera après les élections de 2026. J'ai une question sur la diapo précédente. On voit un rapport de 85% de B2B et 15% d'acheminement des colis à domicile. Est-ce que ce rapport est significatif de ce qu'on trouve d'une ville à l'autre, ou est-ce que c'est des proportions qui sont propres à Cognac? Édouard peut-être peut répondre parce qu'on n'a pas les éléments comparatifs. Oui, ce sont des chiffres qui ne sont pas issus d'enquête, mais d'une modélisation qui utilise donc un outil de modélisation qui a été développé à l'échelle nationale. Les rapports peuvent varier un peu en fonction des territoires puisque l'outil génère cette demande en B2C en lien avec les différentes catégories socio-professionnelles, et les enquêtes qui ont été élaborées pour bâtir ce modèle ont bien montré que selon les CSP, les fréquences d'achat numérique étaient assez différentes. Donc c'est en ça que ça peut varier d'un territoire à l'autre. En revanche, l'outil ne prend pas en compte aujourd'hui de structure du commerce local pour générer potentiellement des achats numériques qui seraient différents. Le modèle ne va pas jusque là aujourd'hui. On se dit qu'il y a peut-être un impact quand même de la structure du commerce local physique présent en proximité sur ces fréquences d'achat, mais on ne les a pas encore, je dirais, modélisées. Voilà. Je peux peut-être apporter une précision pour le Grand Sénégal si vous souhaitez, parce que j'ai la courbe sous les yeux. Livraison des ménages, c'est 35%, petit commerce, 20%. Et ensuite, ça chute. Alors, de loin, vous verrez peut-être les petits histogrammes. Et effectivement, ça représente quand même le plus important, le petit commerce et la livraison des ménages. Ensuite, on retrouve le commerce de gros, l'administration, bureau, cabinet, commerce de gros, ça je l'ai dit, pardon, l'industrie, la construction, l'hébergement et ensuite l'agriculture. Donc ça, voilà. C'est peut-être petit, cette distance-là. Mais je pense qu'effectivement, en fonction des territoires, les chiffres doivent être différents. Parce que vraiment, ce fameux dernier kilomètre, il dépend de vraiment la géographie du territoire. Hein. Si nous, encore une fois, je reviens sur Sens, on a cette amende où tout est centré là. On a les promenades tout autour avec des parkings gratuits partout. Donc forcément, ça incite à venir en centre-ville. Une précision peut-être à apporter concernant Cognac, mais un chiffre important. Sur les 10 dernières années, 80% des grands entrepôts qui ont été construits en logistique sur Cognac et ses environs, sur Grand Cognac, sont liés à la filière des eaux de vie. Donc c'est vrai que ça pèse évidemment beaucoup sur le transport en B2B local.
Ouais, peut-être pour redonner, enfin les chiffres qu'on a au niveau national en moyenne sur les différents flux liés au transport de marchandises en ville, on est plutôt sur un ratio de 50% des flux, des mouvements donc qui sont liés soit au déplacement d'achat des particuliers, donc qui vont au supermarché, qui font leurs courses, soit aux achats en ligne. Et après, on a 40% des flux en moyenne dans les territoires urbains qui sont liés aux activités économiques. Donc on n'est pas tout à fait sur les mêmes ratios, et 10% qui sont liés aux flux de gestion urbaine. Donc c'est tout ce qui va être gestion des déchets, transport, enfin BTP, chantier en fait, dans les territoires. Donc là, c'est vrai qu'on a un prisme du B2B qui est plus important sur votre territoire a priori, mais ça peut s'expliquer en lien avec l'activité presque industrielle, on va dire, en tout cas de production du territoire. Après, les 15% ne tiennent compte que des achats numériques donnant lieu à livraison et donc pas des flux achats en commerce physique. Effectivement, si on ajoute ces flux achats en commerce physique, y compris sur Cognac, on serait bien plus élevé en termes de part. Voilà. Peut-être passons-nous à la... Oui. Juste peut-être pour commenter l'échange, enfin dans le chat de Julie Rafaillac sur la prise en compte de la diversité de la logistique dans les documents de planification, c'est vraiment un sujet que nous, on traite via la méthode qu'on propose dans Interlude Plus. C'est vrai que la logistique, on le voit un peu là dans les discussions, elle est vraiment plurielle et qu'il y a un enjeu assez fort à penser la logistique et toutes les logistiques quand on est dans les réflexions des documents de planification. Merci Hélène. Je vais inviter les deux derniers participants. Merci monsieur Thierry pour votre intervention. À me rejoindre pour cette dernière séquence où nous allons parler du troisième volet de ce guide sur la logistique des derniers kilomètres. Donc, bonjour Tristan Bourvon, coordinateur logistique et transport de marchandises à l'ADEME, et Giraud Felgin qui nous rejoint pour conclure également ce hub. Le dernier chapitre du guide traite de l'accompagnement possible sur les territoires des livraisons du dernier kilomètre. Là encore, il y a beaucoup de leviers d'accompagnement possibles. On a choisi d'en mettre dans ce guide 4 en lumière parmi tous les leviers. Le premier sur l'implantation des points de livraison hors domicile. Donc dans le cadre des achats numériques, bien évidemment, des ménages et de la récupération de paquets. Alors entre les enquêtes qui avaient été menées auprès des ménages, donc des enquêtes dédiées menées auprès des ménages sur leur fréquence d'achat numérique en 2017 et celles plus récentes qui se sont faites en 2024, on a noté une multiplication par 2,4 de ces achats donnant lieu à livraison sur les territoires, avec une répartition à peu près équilibrée entre du choix de livraison à domicile et du choix de livraison hors domicile. Donc 50% des ménages vont collecter, retirer des paquets hors de leur domicile sur les territoires. Et donc un sujet qui était finalement, encore une fois, éminemment d'ordre privé, c'est les réseaux de distribution qui choisissent d'implanter leur point de retrait hors domicile, finalement sur les territoires devient un vrai sujet d'aménagement du territoire, et les collectivités commencent à le formuler ainsi, puisque derrière, on touche à la mobilité des citoyens et à la manière dont les citoyens se déplacent pour aller collecter ces paquets. Donc encore une fois, 2,4, une multiplication par 2,4, et donc beaucoup de déplacements qui se font de manière motorisée, et parfois déplacements dédiés motorisés pour aller collecter des paquets, donc un impact en termes de mobilité bien évidemment et d'environnement sur les territoires. Le deuxième axe est autour de l'amélioration de la qualité d'adressage pour les livraisons aux particuliers. Ça, je ne vais pas en dire grand-chose, mais je pense que la Poste qui est à nos côtés va pouvoir nous détailler beaucoup plus quelle est cette problématique. Un troisième volet sur l'approvisionnement alimentaire de proximité pour la restauration collective. Alors le troisième volet traite finalement de la logistique interne, entre guillemets, des collectivités, en tout cas la logistique que génère la collectivité, soit pour ses besoins propres, soit pour les services qu'elle a en gestion. Et donc ici, on a plutôt mis la focale sur la restauration collective,
puisque ça permettait aussi de traiter la question des circuits courts et de proximité alimentaire, mais c'est plus largement un volet qui traite de toute la logistique interne des collectivités. Et puis enfin, anticiper l'organisation de la logistique lors d'événements locaux. Ici, on met l'accent soit sur des villes à caractéristiques touristiques qui connaissent d'importants flux de population à certaines périodes de l'année et donc de marchandises, mais également de villes qui pourraient être soumises à des chantiers urbains, chantiers de voirie, et qui dans le cadre de ces chantiers peuvent avoir un volet d'accompagnement sur la logistique du quotidien dans le cadre des chantiers pour limiter l'impact notamment des chantiers à la fois sur les riverains du chantier mais aussi bien évidemment sur les activités économiques qui se trouvent sur ces chantiers. Voilà. Géraud, donc vous nous retrouvez pour ce dernier temps. Donc vous êtes directeur stratégie et développement des nouveaux services au sein de la Poste. Est-ce que vous pouvez nous dire comment la Poste s'inscrit dans les territoires pour contribuer à cette logistique des derniers kilomètres? Oui, ça va. Donc on s'inscrit finalement autour de deux mots et de deux axes de travail. Les deux mots, c'est adaptation et mutualisation. Et les deux axes de travail, c'est à la fois sur les véhicules, la partie transport et la partie opérationnelle, mais aussi sur la partie infrastructure. Sur la partie véhicules et tournées, c'est que on le voit a fortiori dans les villes moyennes où la densité de population et la densité éventuellement de commerce n'est pas suffisante pour justifier des tournées dédiées, des choses dédiées. La capacité qu'on peut arriver à développer sur la capacité à traiter différentes marchandises dans les mêmes véhicules, elle est clé. Et si je me réfère à un des axes qui est notamment le transport réfrigéré, le transport de l'alimentaire, il se trouve qu'on a au travers de nos activités logistiques Logissimo un service de portage de repas aux seniors, donc qui est un des services que nous proposons aux collectivités et aux CCAS des collectivités. On s'aperçoit que on est capable, avec les mêmes véhicules, de traiter suivant la densité de livraison, suivant le nombre de populations à livrer, soit les choses avec des véhicules frigorifiques dédiés, qu'on est capable de mutualiser avec de la livraison, notamment pour la restauration collective, pour les petites écoles ou pour les petites maisons de retraite qui n'ont pas forcément une cantine sur place parce que pas suffisamment de convives à gérer tous les midis. Donc on est capable de faire des objets de mutualisation qui sont plus efficaces et plus efficients à la fois en termes d'environnement mais aussi en termes d'économie. Et là-dessus, je cite ça parce que les collectivités ont vraiment un levier là-dessus, sur notre capacité à mutualiser et à utiliser éventuellement même des véhicules de tournée classiques, parce qu'on est capable, dans des endroits encore moins denses, de mettre un petit caisson froid qui va garder le repas pendant 36 heures, en utilisant un véhicule de tournée de facteurs classique, et donc du coup d'intégrer la livraison de repas dans les tournées classiques, ce qui assure à la fois une accessibilité au territoire, y compris sur les quartiers un peu moins denses, et aussi derrière donc un impact environnemental moindre, parce qu'on ne fait pas tourner un véhicule supplémentaire sur le véhicule. Et là, justement, là où les élus peuvent avoir un levier fort, c'est que dans les cahiers des charges qu'ils lancent sur des opérations de livraison de repas ou de logistique, souvent non, mais certains élus nous disent vous devez forcément utiliser un véhicule frigorifique. Or, du coup, ça va plutôt dans le sens contraire de leur intérêt, parce qu'on pourrait le faire dans certains cas sur leur commune, avec des véhicules non frigorifiques. Et donc, en ne mettant pas ça forcément comme un critère obligatoire dans le cahier des charges, ça permet de développer des solutions un petit peu différentes et potentiellement plus intéressantes pour eux. Merci. Qu'en est-il de cette question de l'adressage? Donc, comment faire demain pour que les livreurs ne se perdent pas sur les routes de France quand ils doivent aller livrer les paquets? Effectivement, c'est le deuxième volet plutôt infrastructure. Donc, la qualité de l'adresse, notamment sur la livraison à domicile, elle est clé. Et dans les petites villes et les villes moyennes, même si beaucoup de travail a été fait et beaucoup d'efforts ont été faits par les élus, l'adressage est encore, sur certains quartiers, sur certaines rues, de moindre qualité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adresse ou il n'y a pas de numérotation. Et avec les GPS, tout à l'heure, monsieur mentionnait les sujets des GPS pro particuliers, mais voilà, quand un livreur doit livrer un truc et qu'il ne connaît pas les pratiques de dénomination des lieux-dits, des endroits sur une ville moyenne, notamment sur les écarts des villes moyennes ou les écarts des petites villes, il va se perdre, il va faire du trajet en plus
il va dégrader la qualité de service de la livraison, et donc c'est important. Et donc on peut accompagner les territoires justement dans la dénomination des voies, dans la numérotation des voies, à la fois pour les aider à le faire, donc à nommer les voies, c'est bien les élus qui décident des noms de rues, mais on peut les aider à le faire, à remplir les bases de données nécessaires et les bases adresses nationales pour pouvoir le rendre accessible à l'ensemble des opérateurs logistiques, et on peut aller même jusqu'à faire de l'installation de plaques, de rues, de numérotation de voies. Donc on peut accompagner les élus sur ce sujet-là. Et c'est important parce qu'effectivement, on pense forcément à la livraison de colis, mais aussi sur les interventions d'urgence. La qualité de l'adresse, elle joue aussi sur la qualité des interventions d'urgence, et donc potentiellement avec des enjeux vitaux qui sont engagés. Merci. Tristan, vous êtes coordinateur logistique et transport de marchandises à l'ADEME, donc l'agence de la maîtrise de l'énergie, de la transition écologique. Comment accompagnez-vous et comment l'ADEME accompagne les territoires aujourd'hui sur ce sujet du transport de marchandises ? Oui, c'est bon. Donc on les accompagne de plusieurs façons. Alors déjà on a lancé l'année dernière un programme d'innovation qui s'appelle l'Extrême Défi Logistique. L'idée c'est de venir un peu s'appuyer là sur la construction grandissante de gouvernance locale, de la logistique urbaine, etc. pour venir un peu approfondir le volet innovation sur le type de solution qu'on peut déployer. Et notamment, on en a pas mal parlé, la question de la mutualisation dans les petites et moyennes villes est très importante, justement. Ça peut être mutualisation des infrastructures, donc on va parler du foncier logistique, par exemple, qui va se raréfier aussi, on l'a dit. Ça peut être les véhicules. Alors on voit le déploiement progressif des véhicules à faible émission, mais il reste encore rare. Donc aujourd'hui, si on arrive à mieux les remplir, c'est aussi, ou les faire tourner davantage, c'est aussi une utilisation d'actifs qui est plus intéressante. Et donc dans cette démarche d'innovation, on accompagne les territoires, les entreprises, pour passer, on va dire, de l'idéation, donc vraiment la partie conception des solutions, à l'expérimentation, et demain peut-être un déploiement plus global. Et donc on se concentre sur 3 types de solutions. Les centres de distribution urbains mutualisés, alors là qui s'adressent peut-être à des plus grandes villes, donc je ne vais pas trop en parler, mais 2 autres solutions qui vont être très pertinentes par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, que sont les micro-hubs et les organisations mutualisées pour les circuits courts alimentaires de proximité. Donc les micro-hubs, ça peut vraiment être un outil très intéressant pour des petites et moyennes villes, parce qu'elles permettent justement d'avoir une certaine flexibilité sur le foncier, sur des points de rupture de charge qui vont permettre la desserte de centres-villes avec des modes moins émissifs, que ce soit des véhicules électriques ou même de la cyclo-logistique qu'on voit se développer justement dans des petites et moyennes villes. Et puis surtout, ça permet d'avoir une approche un petit peu tactique, c'est-à-dire on n'est pas obligé initialement d'investir dans du foncier en dur, ou alors même que la collectivité mette à disposition des locaux et qu'il y ait des aménagements, etc. On peut se permettre d'avoir une approche avec par exemple des conteneurs qu'on peut voir à Saint-Malo, des utilisations sur les places de livraison qu'on peut voir dans d'autres villes. Et tout ça, ça permet justement d'avoir cette logistique un peu plus organisée qui va permettre de respecter les réglementations locales et donc de diminuer les impacts pour les habitants. Ensuite, évidemment, le micro-hub, il peut avoir un peu une variété en termes de taille, et donc on peut aller chercher un peu plus loin pour des dimensionnements plus de petites moyennes villes, comme on dit. L'autre volet, c'est plus sur la logistique du premier kilomètre, comme on l'a dit, sur les circuits courts alimentaires de proximité. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que pour qu'ils soient pertinents d'un point de vue environnemental, ces circuits courts, il faut que la logistique soit optimisée. Mais ce qu'on voit même encore plus fortement, c'est que pour que ces circuits courts concurrencent d'une certaine façon de manière acceptable les circuits longs, on va dire, en termes de coûts, il faut justement que la logistique soit optimisée. Ce n'est pas seulement une question environnementale, c'est aussi une question économique. Et dans ces 2 cas, en fait, le rôle des collectivités, il va être clé, parce qu'elles vont permettre de jouer un rôle de tiers de confiance, elles vont permettre de poser un cadre avec la réglementation, et puis elles vont pouvoir apporter éventuellement un petit peu de financement pour l'amorçage, éventuellement participer un petit peu à la gouvernance pour justement concilier les intérêts de chaque acteur privé avec la concertation qui aura été établie, et l'intérêt un peu plus général des citoyens, et puis les besoins aussi des citoyens très directement sur l'approvisionnement. Et donc ça me permet peut-être de faire très rapidement le lien avec ce qui a été dit. À travers ces 2 solutions, les flux gérés en propre par la collectivité sont aussi un accélérateur de déploiement de ces solutions. C'est-à-dire que, on l'a dit, la restauration collective, loi Egalim, il y a des minimums d'approvisionnement local qui sont demandés à ces organismes de restauration, et donc qui peuvent utiliser ces solutions de mutualisation ou d'organisation mixte public-privé mises en place par les collectivités pour assurer cette logistique, et donc créer une première demande à mettre en face de ces offres innovantes.
Merci. Donc vous parlez de logistique interne des collectivités. Est-ce que l'ADEME a des outils en la matière ou peut-être prochainement? Oui, voilà. Donc justement, on va publier à l'occasion des Assises européennes de la transition écologique qui se dérouleront à la fin du mois à Strasbourg, une étude justement sur la logistique en propre des collectivités. On a un peu appelé une étude sur l'exemplarité des collectivités en la matière parce qu'elles ont aussi un peu ce rôle d'image qui peut avoir un effet d'entraînement pour les acteurs privés et donc qui détaille en fait quels sont les principaux gisements de flux, les principaux gisements d'économie qu'on peut faire sur ces flux, et donc toute la palette d'outils que les collectivités peuvent mettre en place. Donc voilà, rendez-vous du 24 au 26 juin aux Assises européennes de la transition écologique pour en savoir plus. Merci Tristan, merci à tous les deux. Oui, juste peut-être un dernier mot pour rebondir sur ce que vous disiez sur les micro-hubs. Effectivement, dans le déploiement de notre nouvelle marque logistique B2B que l'on déploie depuis 2 ans maintenant sur l'ensemble du territoire, dont Monsieur Bardou a fait une illustration sur Cognac, puisqu'on a vu effectivement un entrepôt de messagerie, ce sont aussi des lieux de mutualisation possibles, puisqu'un certain nombre d'opérateurs, industriels, distributeurs nous confient des bouts de stock, donc vraiment des stocks de proximité qu'on mutualise sur nos espaces déjà existants, qui étaient des établissements de distribution, de tri, courrier, colis, donc qu'on réutilise et qu'on remutualise et qui effectivement permettent justement de répondre à une partie de ces enjeux locaux de mutualisation. Et du coup, je voulais juste terminer par la façon dont La Poste aussi s'engage sur les territoires. Ça a été souligné au moins 2 fois. C'est d'abord et avant tout en s'engageant dans la discussion avec les élus et les acteurs du territoire, parce que de toute façon, le travail doit se faire en discussion, en concertation et en planification sur la durée. Donc c'est aussi notre mode d'engagement. Merci. Donc, Monsieur Bardou, le sujet du micro-hub n'est peut-être pas totalement éteint à Cognac et peut-être qu'il pourra renaître prochainement, sait-on jamais. Merci à tous les deux. Est-ce que nous avons des questions ? 2 questions, je vais les poser tout de suite parce qu'on est déjà dépassé le temps. Donc, il y a une demande de précision assez rapide sur la solution dédiée au circuit court. Si vous pouvez rentrer dans le détail. Et la deuxième question, c'est comment assurer que les chargeurs ou opérateurs tiers acceptent d'utiliser ces micro-hubs ? Alors, donc, sur la première question, donc, dans le cadre de cet extrême défi logistique, justement, on accompagne assez globalement sur les 3 solutions que j'ai citées, et notamment sur les circuits courts alimentaires de proximité. Et donc là, ce qu'on va chercher, déjà, on a fait un état de l'art de toutes les expérimentations qui ont eu lieu en la matière, ou même il y a des choses qui sont passées au-delà du stade de l'expérimentation, mais qui ne sont pas déployées largement en France. Aujourd'hui, les verrous qu'on voit, c'est surtout sur l'acceptabilité auprès des producteurs, de confier à des tiers, finalement, leurs flux. Mais aujourd'hui, ils les assuraient avec leurs propres moyens, pour la plupart, avec des camionnettes, voire des camions dédiés. Et le fait de regrouper ça, par exemple, dans des associations, ça peut prendre cette forme-là. Parfois, les accompagnements par les chambres d'agriculture, qui permettent d'avoir des montages, en fait, qui peuvent aussi s'appuyer sur des marchés d'intérêt nationaux autour de ça. Et donc, en fait, c'est vraiment cette innovation organisationnelle de comment est-ce qu'on mutualise la logistique entre plusieurs producteurs d'un bassin de production, comment est-ce qu'on partage les coûts, mais du coup aussi les gains qui en découlent. Et c'est vraiment ça l'objet de l'innovation qu'on va chercher là-dessus. Ensuite, plus sur la partie chargeur, peut-être je peux enchaîner rapidement. Aujourd'hui, effectivement, c'est pas évident parce que les micro-hubs, c'est une rupture de charge supplémentaire, donc qui peut induire des coûts. En fait, c'est plutôt une réponse, pour nous, une solution qui vient répondre à l'envie des collectivités de venir apaiser les centres-villes, ou en tout cas de venir un peu mieux gérer les flux sur leur territoire. Donc on le voit plutôt comme voilà, il y a cette on va dire vague de fond avec tous les impératifs environnementaux qu'on a et de cadre de vie, et donc les micro-hubs viennent répondre. Et donc dans ce cadre réglementaire-là, les micro-hubs, c'est plutôt une solution positive pour gérer ces ruptures de charge. Donc l'acceptabilité, elle va se faire à travers les transporteurs qui vont pouvoir proposer ces solutions, à travers la collectivité qui va aider à la mise en place de ces hubs et à identifier du foncier qui permettent de le faire. Et puis derrière, les chargeurs, je pense, grâce à ces solutions, pourront en bénéficier. Bien, je crois que nous pouvons clore ce hub. Merci beaucoup. Bien, je vais assurer une conclusion rapide de ce hub. Déjà, je vais remercier très chaleureusement l'ensemble des intervenants en présentiel et en distanciel pour leurs apports. J'espère que ces échanges auront permis à l'auditoire d'avoir des inspirations, trouver des pistes de solutions par rapport à leurs problématiques locales.
Et je voudrais signaler donc à l'auditoire que le replay de la séquence sera adressé par un lien à l'ensemble des personnes inscrites dans un délai d'une semaine environ, et que nous faisons nos meilleurs efforts pour publier le guide logistique dont nous avons parlé d'ici la mise en place de ce lien, de telle manière à ce que tout le monde puisse en profiter rapidement. Merci à tous et je vous souhaite une excellente journée.